Parmi la foule se trouvait M. Rosenblatt, président de la communauté, M. le sous-préfet, M. Magnin, le maire, M. le substitut, ainsi que M. le président du tribunal. Les membres de la boucherie d'Ocès se tenaient fièrement devant leur boutique aux étalages appétissants et à la vitrine reluisante, revêtue de leur plus beau tablier blanc. Dire que 5 ans plus tôt, la synagogue n'était encore qu'un tas de roches et de matériaux. Mais, en cette année 1875, elle était là, debout, trônant avec une élégance à l'entrée de la ville, avec ses grandes tours cylindriques et ses rosaces de verre aux dessins somptueux. Et, en ce 15 mars 1875, Isaac Bloch prononça son sermon devant une assistance impressionnée et solennelle. Quand une communauté s'accroît, les circonstances où le rabbin a à intervenir se multiplient et rendent indispensable sa présence constante au milieu de ceux qu'il a à diriger par ses conseils. Et il dit encore. En créant ce nouveau rabbinat, le gouvernement a donné satisfaction à vos besoins religieux. Il a prouvé qu'il se préoccupait sérieusement de vos intérêts moraux. Il a le droit à notre gratitude la plus vive. L'enthousiasme sera de courte durée. Dès 351 juifs qui forment une communauté florissante au début de l'année 1889, il ne reste que 270, 17 ans plus tard, en 1906. Sans oublier la Seconde Guerre mondiale qui fera bientôt basculer le destin de cette paisible communauté. La synagogue, moins fréquentée, fut petit à petit délaissée. 1976, lettre retrouvée. Monsieur le maire Gilberti, je tiens à vous faire part aujourd'hui de mon indignation face à la décision de détruire la synagogue de Remiremont pour y construire une résidence. Vous n'êtes pas sans savoir que les habitants de confession juive, si peu nombreux soient-ils, aiment s'y rendre, s'y recueillir. Les familles considèrent la synagogue comme leur deuxième maison. Comment interpréter votre mutisme? Cherchez-vous, même sans le vouloir, à servir le climat antisémite qui se fait parfois sentir? J'ai conscience que la communauté refuse que tout autre culte y soit pratiqué, alors que la municipalité avait un temps envisagé d'en faire un lieu de culte protestant. Je sais également que le prix de vente qui nous a été proposé était trop élevé, mais de là à sacrifier ce monument à des promoteurs immobiliers, peu de Romary Montagne semblent s'en émouvoir pour le moment. Mais cet édifice mérite pour moi réflexion et non destruction. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma requête et me tiens à votre disposition pour un entretien dans lequel je pourrai vous exposer mon point de vue afin de vous convaincre de renoncer à ce geste sacrilège pour toute une communauté et de racheter la synagogue malgré son état. 1940. Le jeune Albert Veil fut mobilisé comme soldat sur le front. Ayant reçu l'ordre des autorités militaires de fuir devant l'invasion allemande, il installa sa femme et ses 3 filles dans le petit village de Ronces-les-Bains, en Charente-Maritime, à l'hôtel du Grand Chalet. Mais essuyant la débâcle à bout de force et se sentant inutile, il ne rêva alors que de rentrer à Remiremont pour installer à nouveau sa famille confortablement et n'eut de cesse de demander par courrier l'autorisation
l'installation de son retour au maire de la ville. 30 juillet 1940, commissariat de police de Remiremont. Que soit transmise à Monsieur le maire l'information suivante. En raison de la qualité d'israélite du sieur Veil, je n'ai pu lui conseiller quoi que ce soit, et je vous laisse le soin de donner à sa demande la suite qui vous paraîtra utile. 31 juillet 1940, à Monsieur Veil, hôtel du Grand Chalet. Monsieur, en réponse à votre lettre, je viens vous faire connaître que pour le moment, du moins, les autorités allemandes s'opposent à tout retour en notre ville. Signé le maire. Poursuivant sans relâche ses demandes, Albert Veil finit par entrer en 1941, le régime ayant été assoupli et autorisant le retour des techniciens et des personnes utiles à l'économie. Et Albert Veil fut même dès 1943 en charge d'entretenir la synagogue. Mais il était loin de se douter que dans le temps de son exode, son impulsion du gouvernement de Vichy, le maire de Remiremont, Édouard Georges, et le préfet Paul Dupuis avaient lancé le processus de spoliation des biens des Juifs. Juillet 1941, lettre d'Albert Veil. Monsieur le maire, si je vous adresse cette lettre, c'est pour partager le désarroi et la colère qui m'animent, et ces sentiments qui poussent à écrire ces quelques mots, même maladroits, trouvant, je l'espère, une réponse satisfaisante de votre part. Moi qui me suis battu pendant des mois en bon citoyen, moi qui me suis dévoué pour sauver une nation en péril, moi qui, épuisé et souhaitais longtemps réintégrer ma maison, je me suis trouvé de retour à Remiremont face à une série de mesures antisémites, violentes et incompréhensibles. J'ai, entre autres, découvert une ordonnance du 2 juin portant sur statut des Juifs. Les articles 2 et 3 stipulent que l'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats sont désormais interdits aux Juifs. J'ai lu qu'aucun Israélite ne peut plus être employé à quelque titre que ce soit dans une administration ou service public. Il est intolérable que de tels agissements puissent être commis. Ne ferez-vous rien pour établir vos administrés dans leurs droits? Ne sommes-nous pas dans un pays de liberté? Je vous prie, monsieur, de recevoir l'expression. Le jeune Albert Veil, sa femme Simone et ses 3 filles, Arlette, Monique et Francine, après un douloureux passage au camp de Pécrou et Drancy, furent déportés le 17 décembre 1943 à Auschwitz, convoi 63. 29 janvier 2022. « 29 janvier 2022. Sur les coups de 23 heures, M. Abraham Kingsbourg entrait tranquillement dans son grenier afin de ranger les dernières décorations de la fête de Hanouka. Soudain, il fut interrompu par la chute inopinée d'une boîte que son chat avait fait tomber dans la panique. De cette boîte s'éparpillaient à ses pieds plusieurs documents inconnus. Abraham saisit le premier papier et lut avec surprise que son grand-père, Maurice, avait repoussé avec succès une offensive allemande. Impressionné, il saisit le deuxième et il découvrit encore la bravoure de son aïeul avait fait preuve durant cette contre-offensive de 1916. Il comprit alors qu'il fit face à 2 extraits d'ordre officiels adressés à son lieutenant lors de la Première Guerre mondiale. Intéressé, il retourna le carton et aperçut une vieille photo. Dans ce cadre rectangulaire en noir et blanc, il semblait se reconnaître. C'était comme un autoportrait mais à une autre époque. L'homme sur la photo le regardait déterminé, empli de bravoure et de vitalité. Sa belle moustache lui donnait un air aussi soigné que sérieux. Il portait élégamment l'uniforme, veste cintrée à boutons et bottes reluisantes, ce qui mettait en valeur son charisme et rendait fier Abraham. Des sourcils froncés, un regard lointain, un visage déterminé, l'image parfaite du jeune homme partant à la guerre. Décidément, un vrai héros ce Maurice.
Après quelques minutes d'admiration, il se détacha enfin de la photo pour se saisir d'une enveloppe qui paraissait être chargée en émotions. Abraham s'étonna de retrouver, après des années, cette enveloppe non distribuée adressée à son grand-père. Après un long examen de l'enveloppe, il décida finalement de ne pas céder à la tentation de l'ouvrir. Il emballa avec précaution les 4 documents chargés du passé et décida de confier ces précieux morceaux d'histoire aux archives de sa vie. Décembre 1963, nuit et brouillard. Ils étaient indécents, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient indécents. Ils se croyaient des hommes n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans aide du temps, survivre encore un jour, une heure obstinément, combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de titiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha, Samuel. certains priaient Jésus, Jéhovah, ou Jésus. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à jamais. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les amants guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant en loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine. Aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour, les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez indécents, vous étiez milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de vos ongles battants. vous étiez des milliers, vous étiez indécents.